Bonjour, mon nom est Cédric. Bonjour Cédric Duquette, mon nom est Déric Piché. Nous sommes Petits Rois. Effectivement. Hey mon ami, ça fait 3 jours que je me suis pas lavé, pas rasé et que je sens le camembert pour notre spécial années 70. J'espère que tu savoures l'odeur. Spin-moi ça. Hey, salut les spinners. Les spinneux? C'est beau? Les spinneux, c'est sûr, ça fait aussi hand spinner. Hein? Ah ouais, c'est vrai. Hey, ouais. Moi, j'ai ça, mon gars, dans ma job d'assurance. Quand que le client parle, puis des fois, ils font des monologues, puis ils essaient pas de parler eux-mêmes. Ben là, je joue avec mon hand spinner, puis ça me détend pareil. Fait que je suis un spinneux. T'es un spinner. Mais c'est pas de hand spinner qu'on va parler, mais plutôt... Non, mais t'aimes ça qu'on dise les spinners pour le monde qui écoute? Ben, oui. T'aimes ça, toi, à la maison? Oui. Mais mettons, ceux qui ont la spina bifida, mettons, côté colonne vertébrale, je sais pas qu'ils se sentent heurtés. En fait, on les inclut. On les inclut. On est inclusif. On est un podcast inclusif. Mais oui. Fait que c'est pour ça qu'aujourd'hui, 100% de ce qu'on va parler, c'est des bandes de gars. Hey, je pense que oui, le pire. Hein? Mais non, c'est pas vrai. Moi, j'ai une femme incroyable dans ma sélection. C'est équitable. Dans mon monoralement de sélection. C'est équitable. C'est équitable. C'est équitable. Hey, aujourd'hui, on a décidé d'avoir un autre thème. On s'est donné le thème de revenir 50 ans en arrière. 50 ans? C'est beaucoup. Stock pareil, hein? C'est beaucoup de temps, ça. Pour vrai, là, ma mère, elle avait 5 ans dans ce temps-là. Dans un album que je vais parler, même peut-être 6 ans. Maintenant, elle va avoir 60 ans. C'est juste pour marteler le fait qu'elle va avoir 60 ans. Quand elle nous écoute, elle aime ça que je rappelle aux auditeurs son âge. Son âge, ben oui, je comprends. Fait que maman, je te salue, 60 ans au mois d'octobre. Voilà. Mais tout ça pour dire, années 70, pourquoi? Parce que c'est clairement dans les plus belles années de la musique. Honnêtement, moi, c'est des années que j'adore. Il y a un Golden Age. C'est pas mes années, mais c'est des années que j'aime beaucoup. Mais moi, je trouve que c'est des années symboliques dans l'histoire de la musique. Il y a beaucoup de choses là-dedans qui ont donné le ton. Absolument. Aux années suivantes. C'est vrai, ça. Donc, c'est sûr que ça va vous plaire si vous écoutez plus de musique actuelle, du Dua Lipa, Selena Gomez et tout. Ça se pourrait qu'on se retrouve un peu moins dans vos palettes de goût. Par contre, si vous aimez des albums cultes, des groupes pionniers qui ont donné le ton aux décennies suivantes, assurément que la saveur du jour va vous plaire. Absolument. Et je vais faire un constat quand même, là, en fait, parce que a priori, je pense que 100% de mes choix, puis beaucoup des tiens, c'est des groupes britanniques. Puis là, je suis en train de me dire, quand je suis dans la voiture, je suis en train de me dire, les années 70, c'était vraiment les années de l'Angleterre, littéralement. Ouais. Comme les années 90, pour moi, c'est les années américaines. C'est parce que, puis là, je le dis comme ça, fait que, spoiler, on parle de beaucoup de bands britanniques aujourd'hui. Le rock britannique, tant qu'à moi, a tellement donné le ton, puis il y a beaucoup, beaucoup de choses qui viennent de l'Angleterre que j'adore. Puis je pense que 100% de mes choix, peut-être pas. Non, je pense pas ça, j'ai eu un doute. Mais reste qu'on a quand même un bon 3/4 de nos choix qui viennent de là-bas. Pourquoi? Mais parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont... Ils ont révolutionné la musique des années 60-70, puis ils ont laissé une trace indélébile au niveau du monde. On parlera pas de Black Sabbath puis d'Ozzy. On parlera pas de Who puis des Beatles. Non, puis j'ai même évité des Rolling Stones. Il y a plein de bands j'aurais parlé, que j'ai laissé faire parce qu'on en a déjà parlé sur le podcast. Tu sais, je pensais à Yes. Je pensais à King Crimson, des trucs comme ça. Genesis. J'aime beaucoup le prog de base. C'est sûr que j'aurais été beaucoup là-dedans. J'ai essayé de varier mes plaisirs pour essayer de parler de d'autres choses. Same, je voulais pas y aller trop classique, cliché, les stéréotypes. Puis on a déjà quelques épisodes à notre actif. Justement, je regardais notre liste de lecture que je mets périodiquement à jour. Puis il y en a pour un sacré road trip. Ça commence à devenir super intéressant. Très éclectique. Je l'ai écouté l'autre fois en revenant de la Malbaie. J'avais 1h30. 1h30 de on sait pas on est où. De Rideau. Non, de Rigaud. De Rigaud. Revenant de Rigaud. Mais c'est ça, on parlera pas de cette tune-là. Non, ça, on n'en parlera pas. Puis 1h30 de notre liste de lecture, puis ça va de tout bord, tout côté, puis c'est ça qui est agréable. C'est une tune par artiste, littéralement. Exact. Fait que, fait que si vous n'avez pas suivi, je vais mettre le lien dans le... En fait, prenant dans le Facebook
Fait que si vous voulez voir la liste de lecture, je la mettrai en fait à la sortie de l'épisode. Puis, Très facile, spin-moi ça podcast pour retrouver la liste. Donc c'est mis à jour. Puis souvent, là, t'as des spoilers. Il y a des spoilers, parce que souvent, dès qu'on s'entend sur ce qu'on va parler, je les mets déjà d'avance. Fait qu'on a déjà un avant-goût de ce qui s'en vient. Est-ce que c'est toi qui commence ou c'est moi qui commence? Je te laisse commencer, à mon avis. Parfait. Je vais commencer par le choix qui... Je sais pas pourquoi j'ai fait ce choix-là. Dans le sens que c'est pas un album qui m'a marqué tant que ça. C'est pas un band qui m'a marqué tant que ça. OK. Fait que explique-nous pourquoi ce choix. Mais c'est un album que personne peut nier son influence dans le monde. Attends, je donne un guest. David Bowie. Non, mais je vais peut-être en parler. OK. Mais non. En fait, c'est l'album de Sex Pistols. Ah, OK. Donc, Nevermind the Bollocks, qui est sorti en 77. Mais c'est intéressant, ça. Oui, en fait, en gros, c'est un album que j'ai découvert vraiment sur le tard, d'une part. Il y a quelques années, comme 2-3 ans, en fait, j'avais rejoint un band de cover de vieux punk, puis j'avais rejoint comme drummer. C'était tout du monde qui trippait sur le punk britannique de ces années-là. Est-ce que ça a l'air le fun à jouer en plus du punk au drum? Hein? Ah ouais, c'est funny, tu sais. Ouais. Fait que, puis dans leur setlist, il y avait beaucoup, en fait, en gros, de Sex Pistols, d'une part. Fait que ça m'a obligé à en écouter, forcément. Je connaissais quelques chansons comme Anarchy in the UK, God Save the Queen. Fait que, tu sais, je connaissais les gros titres. Ouais. Et étrangement, je suis un gros fan quand même de Dead Kennedys. Ouais. Puis il y a un vocal assez similaire, il y a des similitudes. Je continue à penser que Dead Kennedys a un petit quelque chose de plus, mais Sex Pistols ont quand même marqué l'histoire par leur histoire, en fait, par leur chanteur qui était particulier. Oui. Disons-le. Et puis voilà, puis dans le fond, je voulais en parler parce que cette band-là a influencé plein de bands par la suite que j'ai aimé. En fait, n'importe qui trippe punk, qui trippe punk rock, qui ont écouté même, dernièrement, j'ai écouté une entrevue du chanteur de Sum 41 qui disait, pour lui, cet album-là, c'est son album classique. Ah oui. C'est son album, quand il dit c'est quoi un album parfait, c'est l'album qui va donner. Fait que tu veux pas, cet album-là a influencé bon nombre de bands. C'est un peu les grands papas du punk. Dans un sens, je trouve qu'il y a beaucoup de punk des années. Parce que tantôt tu parlais de tout le côté américanisé des années 90, mais je trouve qu'il y a beaucoup de choses des années 90 ou 2000 même plus qui sonnent Sex Pistols, mais au goût du jour. Hein. Ouais. Je trouve vraiment qu'ils sont des pionniers dans leur genre. C'est super intéressant comme album. Exact. Et quand même un fait, tu sais, moi je suis allé checker un petit peu des petits points. Ouais. Tu vois, moi je connaissais pas tant le groupe pour apprendre finalement que c'est le seul album réel studio qu'ils ont fait. Hein? Ouais. Tout est du live? Le reste, ça doit être du live, des captations, etc. Mais c'est littéralement le seul album studio qu'ils ont fait. Ouais. C'est devenu un gros classique. Quand c'est sorti à l'époque, ça avait fait beaucoup de controverses, d'une part pour l'utilisation du mot bollocks, qui, je sais pas comment ça se traduirait en fait. Bollocks, comme un peu, j'aurais tendance à penser style idiot, mais un petit peu plus edgy. Ouais. Donc, ou stupide, whatever, mais une petite affaire plus. Mais c'est sûr que ça choquait dans les propos, c'est les paroles étaient. Ben, c'est soft à l'époque, là? Ben, c'était un band controversé, c'était un band super politique, c'était un band qui faisait des doigts d'honneur, en fait, aux conventions, à la reine, etc. C'était un band qui incarne le punk. Tu l'écoutes, c'est pas de la musique qui est super compliquée, ça reste, tous les éléments du punk sont là, tu utilises 3-4 power chords, et puis t'es lancé en business en tant que tel. Il y a un vocal particulier, c'est un vocal clean. Si tu connais Dead Kennedy, c'est une voix un peu chambranlante, un peu super claire. On n'est pas dans du punk, sale, crasse, etc. Peut-être qu'à l'époque, ça sonnait comme ça. Quand tu l'écoutes aujourd'hui, c'est quand même digestible pour le grand public. C'est une voix juste particulière, très unique à ce chanteur-là. Cet album-là s'écoute super bien. À la limite, je trouve, quand je suis allé regarder, le monde trouvait ça agressif et tout. Aujourd'hui, j'ai l'impression que c'est plus cynique et ironique. Dans le sens que la manière qu'il chante, la manière qu'il tourne ses mots, ça a plus l'air de quelqu'un, ça a plus l'air d'un gros baveux que de quelqu'un qui est fâché et qui a le goût de gueuler. Fait qu'il gueule pas, il chante avec tout un petit côté
un petit côté insolent dans Il y a un petit côté de je ris au nez de la reine puis de la monarchie, puis il y a un ton humoristique, puis c'est moins fâché, plus digestible que tu dis qu'un groupe, mettons, comme The Casualties ou The Exploited ou des affaires, c'est des punks vraiment plus fâchés ou qui a un côté, c'est très, très dur. Ouais. Tu sais, je pense que ça s'écoute bien. Peut-être qu'à l'époque, ça l'a fait réagir, oui. Maintenant, ça sortirait, puis ça n'aurait pas le même impact, mais justement, c'est ça qui est beau dans ces années-là. C'est que ça a eu l'impact qu'on lui connaît justement parce que c'est né dans les années 70. Absolument. Donc, mais voilà, grosso modo à l'époque, c'était quand même une grosse affaire. C'était un album double. Donc, encore une fois, c'était quand même assez rare pour ce genre de scène-là d'avoir un album aussi peuplé de, de chansons. Quelques petits points que je trouvais quand même intéressants. Je vous dis ça comme ça. Donc, en gros, de un, je disais c'est une sortie double. La maison de disques n'avait jamais approuvé ça. Donc, c'est eux autres qui se sont comme un peu imposés dans la grosseur d'album. Je trouvais ça quand même comique. L'autre point, en fait, le producteur Guy Stevens, à ce qui paraît, était un producteur assez particulier. Et pour stimuler le côté punk de la chose, il s'amusait à pitcher des chaises et à barouetter des affaires. Juste pour drôle. Comme entretenir cette vibe-là, en fait, tout le long. Petit point que je trouvais quand même particulièrement drôle. La seule affaire, c'est ça. C'est peut-être pas le seul album qu'ils ont produit. De la manière que l'information que j'ai eue, c'est le seul album... Là, j'ai de la misère à comprendre ce que ça dit. C'est le seul album studio du groupe qui s'est auto-détruit peu après sa sortie. Donc, je sais pas si ça veut dire qu'ils se sont eux-mêmes... Je sais pas ce que ça veut dire. Fait que c'est peut-être faux, en fait, ce que j'ai dit. C'est peut-être pas le seul album de Sex Pistols. C'est le seul que je connais, du moins. Mais voilà, je me suis amusé, je me suis replongé dedans. Comme je disais, c'est pas un album que... Je commence par lui parce que c'est clairement pas l'album qui m'a marqué, moi. Mais je pouvais pas ne pas parler des années 70 sans parler du band qui a influencé bon nombre de groupes que j'ai écoutés. Ah oui. Fait que voilà. J'ai pas immensément de choses. Ça vaut la peine d'être écouté. C'est un classique pour n'importe qui trippe sur le punk. Aujourd'hui, est-ce que ça a bien vieilli? Oui, ça semble peut-être pareil que ça a pris de l'âge. Mais ça reste un album qui traverse super bien le temps. Quoique, parfois, je trouve ça un tantinet un peu répétitif d'une chanson à l'autre. Mais voilà, c'est du punk. C'est pas du Mozart. C'était osé pour l'époque. Il y avait un côté revendicateur et tout qui était intéressant. Maintenant, ça a moins d'impact justement parce qu'on en a vu bon nombre d'autres depuis, mais c'est super intéressant. Puis c'est honnêtement, moi aussi, le seul album que je connaissais. Je vais faire le pire parallèle, là, mais c'est un peu comme Madonna. Dans le sens que, tu sais, c'est super controversé, mais t'écoutes ça aujourd'hui. Oui, exact. Ça devait être controversé à l'époque. Là, exact. Il faut garder en tête que c'est de son époque. Ça choquait les conventions de son époque. Mais moi, mon parallèle, une qui fait toujours sensation, je crois, aujourd'hui, dans son timbre de voix unique, c'est Janis Joplin. Oui. Ça va être Pearl. Qui veut dire perle. Perle. Alors, Perle est un album posthume de Janis Joplin parce qu'elle est décédée en 1970 à l'âge de 27 ans. Le fameux club des 27. Je savais pas qu'il était sorti après sa mort, par exemple. Oui, ben c'est un fun fact, moi aussi, parce que aujourd'hui, je crois qu'on a eu la même idée à aller dig in un peu quelques fun facts sur nos albums. On fait jamais ça. Puis non. Puis là, j'avais envie de le faire tout à l'heure avant que tu t'en viennes. Puis c'est ça, c'est un album qui est sorti en 71 après sa mort. C'est un album qui a été vraiment remasterisé. Donc le son est plus, pas écoutable, mais de meilleure qualité que The Big Brother and the Holding Company, mettons, qui était son band à l'origine. Mais ça a des classiques comme Cry Baby qui commence avec une espèce de prestation vocale cassée, enrouée, c'est un côté un raw. Elle a vraiment de quoi dans sa voix de particulier. Sa voix me donne des frissons, puis je l'ai en vinyle, celui-là.
Puis il est parfait parce que la pochette, elle a du vécu. Le disque est en bonne condition, mais il y a un petit grésillement intéressant de... Tu sais, sa voix part avec le petit grésillement, tu fais « Ah, man, c'est parfait. » Je le voudrais pas neuf, ce vinyle-là. Justement, je le veux avec ce petit grésillement-là qui se marie parfaitement avec sa voix. Tu sais, il y a Me and Bobby McGee aussi là-dessus. Il y a la chanson Mercedes-Benz, une chanson qui est plus humoristique, qui est d'ailleurs la dernière chanson que Janis a enregistrée avant sa mort. Okay. Mercedes-Benz. Mais c'est un album que je me tanne pas d'écouter. Mercedes-Benz. Mercedes. Mais en tout cas... un jeu de mots qu'elle est morte sur mais elle est morte. On vous l'apprend maintenant. Mais c'est pour ça qu'on en parle. Non, ça, on en parle honnêtement parce que pour moi, les années 70, je peux pas en parler sans parler de Janis Joplin. Oui, je confirme que c'est plus 60 que 70 parce que la majorité de sa carrière le fait, mais son album posthume s'est fait en 71, elle est décédée en 70. Puis pour moi, ça marquait la mort d'une grande artiste. Puis c'est le fameux club des 27 comme du Jimi Hendrix, Kurt Cobain. Il y a beaucoup de Doors, Jim Morrison. Je trouve ça fascinant. Fait que je l'ai pas choisi pour le club des 27, mais c'est toujours un parallèle quand même fascinant. C'est dur de pas parler de ces artistes-là sans faire mention. Ben oui, effectivement, parce que c'est fou à quel point ils ont apporté beaucoup dans la culture musicale, à leur époque, à leur genre, à leur scène, en si peu de temps. Puis souvent, ces artistes-là, tu te rends compte qu'ils se sont fait connaître, mettons, début vingtaine, sont morts 7 ans après. Souvent, tu te rends compte que leur discographie complète, c'est 4-5 ans. Tu sais, moi, c'est fou, là. Tu sais, à 27 ans, j'étais probablement... Tu sais, j'habitais à Longueuil. Des fois, j'étais vraiment cassé. On a déjeuné en mangeant du riz avec peut-être de la margarine. Tu sais, dans le sens que... Là, j'ai peut-être pas à 27 ans, mais voulant dire que, tu sais, j'étais clairement pas au point de faire... Je sors un album qui va révolutionner le monde de la musique. Mais tu sais, imagine, c'est comme un gars comme Kurt Cobain, là, on ne rend pas dans 70, mais c'est qu'il sort Nevermind puis tout pète de partout, man. Ça explose, c'est ridicule. Fou, mais c'est pas le cas de Janis qui a toujours eu une vie assez simple quand même, mais dans le mouvement hippie, c'était un icône, cette femme-là, puis sa voix, encore aujourd'hui, il y a... Je trouve ça beau, moi, des voix féminines comme ça. Je préfère 100 fois une voix à la Janis Joplin cassée, enrouée, sincère, avec... Il y a de l'émotion. Tu le vois que c'est des tripes, que c'était toute sa vie. Puis cet album-là, ça fait pas exception au reste de sa musique. Puis justement, ce que je trouve intéressant du son, c'est que le son, justement, est plus net à l'oreille que les albums précédents. Donc, ça vaut la peine de l'écouter. Mais honnêtement, si vous avez la chance de vous procurer une copie comme Use, c'est pas dégueulasse, pas quelque chose de râper sur l'asphalte. Écoutez-le parce que le grésillement vaut la peine à ce niveau-là. Mais oui, je peux pas passer. Puis effectivement, c'est mon seul pic féminin. Non pas parce que j'aurais pas pu en choisir d'autres, mais c'est pas voulu, mais je peux pas passer à côté de cette femme-là. Là. Voilà. Non, excellent choix. Toi à la maison. Non. Toi le spineux. Est-ce que tu l'aimes, Janis Joplin? C'est difficile de ne pas... l'aimer... En fait, tous les choix est un grand mot. Pas que je donne, mais qu'on donne, c'est des incontournables. Oui. T'as pas le choix. Même si t'aimes pas, tu peux pas ne pas reconnaître le Tu peux pas dire que c'est pas bon, c'est dégueulasse. T'as le droit de moins aimer que ce soit dans ta palette, mais tu peux pas nier, en fait, l'impact que ces groupes-là ont eu dans... Exactement. Autant leur époque que les années suivantes. Là. C'est tout des classiques. Je vais avec probablement le choix que je voulais faire pour finir ma présentation. Mais finalement, je vais y aller tout de suite avec celle-là parce que j'ai parlé souvent de Pink Floyd. Oui. Fait que j'ai goût d'en reparler encore. J'aime Pink Floyd. J'ai une relation profonde avec ce groupe-là aujourd'hui. Je trouve que c'est un groupe qui a marqué tellement de points, puis ça a tellement bien vieilli. Et je parle de l'album The Wall aujourd'hui parce que j'ai déjà parlé de Dark Side of the Moon, on a parlé de Metal, on a parlé de quand même plusieurs albums. The Wall, ça reste un incontournable de Pink Floyd. Ouais. C'est en fait l'album qui ont sorti juste avant l'arrivée des années 80 et c'est un album en fait qui est chargé quand même en termes d'histoire. Donc en gros,
The Wall, de un, c'est un album concept. C'est un album qui se veut contre la guerre. C'est une par rapport à la critique sur l'éducation. C'est une critique sur l'isolement. C'est, en fait, il y a quelque chose de très... comment je dirais ça? Tu sais, de quand tu te sens coincé, là, il y a quelque chose d'oppressif dans cet album-là, en fait. Et c'est un album qui a fait exploser un peu Pink Floyd, dans le sens où il y a tout le temps une rivalité entre Roger Waters, David Gilmour. Roger Waters qui voulait attaquer vraiment des gros thèmes, faire des albums pesants, grosses thématiques, etc., se mettre en scène et tout. Gilmour qui est comme, non, moi je veux faire de la musique, puis je veux triper à faire de la musique, puis je veux que ce soit planant, puis que ce soit trippant. Puis The Wall, en fait, ça a été le moment où les deux se sont le plus pognés. En tant que tel. Donc, The Wall est l'album qui a été principalement leadé par Roger Waters. À tort ou à raison, en fait, il a quand même livré une œuvre incroyable, veux pas. Ah oui. À un tel point qu'on dirait qu'il en décroche plus. Donc, il a sorti, je pense, 2 albums live de The Wall. Dernièrement, il a ressorti un album remix de The Wall. Mais clairement, que c'est l'album de sa vie puis sa plus grande fierté parce que justement, il en démord pas. C'est depuis. Ça. On s'entend que ça fait 50 ans depuis, puis lui, il est encore à l'époque de. À rouler c'est l'album de ma vie. C'est ça, exact. Puis il a raison de dire que c'est l'album de sa vie, mais. Mais si un album iconique de Pink Floyd, à part Dark Side of the Moon, c'est mettons celui-là et The Wall. C'est les deux albums plus marquants. Exact. C'est pas forcément mes 2 préférés. Ah, moi non plus. Mais The Wall est quand même quelque chose d'incroyable. Moi, j'aime beaucoup les albums concept de base. Oui. Fait qu'il y en a quelques-uns dans mes choix, en fait, qui sont des albums concept. T'as le film aussi. Et oui, il est sorti avec le film. Super pété. Vraiment, c'est quelque chose. Écoutez ça, ça vaut la peine. Sur cette chanson, en fait, c'est l'album qui porte le single le plus emblématique de Pink Floyd que tout le monde connaît, avec Another Brick in the Wall, oui. Comfortably Numb. Là, j'en passe, là, mais il y a quand même vraiment des gros titres sur cet album-là. Et dans mes petits fun facts aujourd'hui sur The Wall. Donc, en gros, j'ai la première chose, en fait, c'est Comfortably Numb a failli ne pas être sur l'album. Non. Ça aurait été un sacrilège. Imagine, ça aurait été. C'est probablement une de mes chansons préférées de Pink Floyd. Ah oui. Et justement, à cause du conflit entre les deux, et c'est une chanson de Gilmour, elle a failli pas se retrouver sur l'album parce que à cause de leur chicane entre les deux. Donc, mais je suis pas surpris dans l'histoire que tu viens de me conter. T'as lui qui est plus. C'est qui veut que ça pète puis comme plus flashy. Waters puis Gilmour qui veut faire de la musique puis plus toucher les gens. Comfortably Numb. Yes, exactement. Qu'est-ce que j'ai de misère avec mon anglais ce soir? Est clairement une chanson qui fait plus Gilmour aussi. Puis chanson incroyable, impeccable. Puis sans conteste, une de mes 3 préférées de Pink Floyd, tout album confondu. Je pense que toutes tes préférées, c'est les tunes de Gilmour. Parce que de mémoire, c'est ça. T'avais Wish You Were Here, je pense, qui fait partie de tes préférées. Oui. Je sais pas c'est quoi l'autre, là, en fait. Mais l'autre, c'est difficile à dire. Mais bref. Mais mes 2 préférés, c'est clairement ça, oui. Et puis moi aussi, j'aime beaucoup Gilmour, en fait. Mais voilà. Donc, autre petit point intéressant dans Another Brick in the Wall Part 2, le segment que tout le monde connaît. Ben oui. La chorale d'enfants qu'on entend a été enregistrée sans l'accord de l'école puis du directeur. Ça s'est fait en secret. Ben non. Fait que j'ai trouvé ça drôle. Petit point comme ça. Voilà. Mais c'est quoi, ils ont payé une chorale au hasard? Ouais. Ah, ça, c'est drôle. Ben, en fait, je pensais que c'était voulu avec des kids dans une école. Ouais. Mais sans demander la permission de l'école. Ah, ouais. Ouais. Fait que j'ai trouvé ça très drôle. Et un autre petit fun fact, Richard Wright, qui était le claviériste de Pink Floyd, s'est fait kicker out du band pendant l'enregistrement. Et ça veut dire qu'au lieu d'être un membre du groupe, il était considéré comme un musicien sur l'album. Il semblerait que c'est lui qui a fait le plus d'argent à cause de ça. Hein? C'est fun fact. Ah, écoute, ouais. Je le savais pas. Mais voilà. Fait que GG, Richard. Ah, ça, c'est drôle. Mais voilà, non, honnêtement, The Wall, c'est un incontournable. Dans les albums que je vais parler, c'est probablement l'album que j'ai le plus souvent écouté puis que je vais écouter. J'adore cet album-là.
Ah oui, ah oui. Mais tu peux pas passer à côté des années 70 sans parler de Pink Je peux Floyd. pas ne pas prendre une... Même si on a déjà parlé de Pink Floyd, parce que c'est moi, on dirait que c'est un nouvel amour des dernières années. Ouais. Ben, découverte, je pense que j'ai appris à plus Diggin, justement dans les albums moins connus, parce que moi aussi, je fais partie des gens que tu croises dans la rue qui nomment 2 albums qui sont The Wall et Dark Side of the Moon, Ouais. sans trop les connaître, mais il reste c'est quand même les 2 gros albums connus. Mais celui-là, c'est que c'est un emblème de la musique en général. C'est dans les meilleurs albums de tous les temps, clairement que The Wall s'y retrouve. Il en fait partie. Puis C'est je sûr le que oui. trouve, pour n'importe qui n'ont pas trop écouté, Dark Side of the Moon est souvent celui que les gens parlent. Ouais. Mais entre les deux, The Wall, pour moi, il reste supérieur. Oui, moi aussi, je En suis d'accord. termes de contenu, en termes de comment tout se tient, je tripe quand même beaucoup. Puis il est plus accessible aussi qu'un album comme, je sais pas, Meddle ou Animals. Ah, ou, absolument. il est clairement plus accessible, plus grand public. Ouais. C'est une belle porte d'entrée, oui. Donc, si vous avez jamais écouté de Pink Floyd, commencez par ça, vous ne serez pas déçus. Si vous aimez les bouts plus pétés, allez dans des albums comme Animals, comme Meddle, comme Atom Earth Mother, qui sont des voyages différents, qui sont une approche différente, mais qui vont plaire à chaque mélomane en vous. Là. Oh, oui. Disons, ce goût de savoir qu'est-ce que ça sonne un trip de drogue, écoute Metal. Ouais. Ouais. Puis si t'as le goût de le voir visuellement, écoute le film. Écoute le film. Mais pas en faisant vaisselle, tu sais. Plonge-toi un soir vraiment que t'es prêt à ça, puis tu vois, t'es pas obligé de consommer, puis tu voyages. Ah ouais. Moi, je vais y aller dans quelque chose d'assez différent. Je vais parler de Neil Young, l'album Oui. Harvest, qui est Que je l'album... connais peu. Mais pourtant, man, c'est vraiment un chef-d'œuvre. Puis tu sais, moi, je le vois un peu... là, on dirait que je fais juste... C'est tout des grands-pères que je parle, là, mais je le vois un peu comme un grand-papa du folk aussi. De ce côté-là, c'est un petit folk country. Puis c'est quelque chose de... Tu sais, on parle pas d'un folk country aussi qui parle de sa jument, man, puis de ses bottes de cow-boy. T'as un petit côté géontophile, hein? C'est-tu comme ça qu'on appelle ça? Gérontophile. Ouais, J'aime c'est- les grands-papas. T'aimes les vieilles personnes? Mais juste quand ils chantent. Mais honnêtement, c'est ça. Je trouve que c'était un masterpiece, cet album-là. Puis justement, Neil Young va aborder des thèmes comme la solitude, comme c'est pas les peines d'amour, mais l'isolement. La solitude, il va y aller dans quelque chose de très introspectif, puis c'est un peu sa force à lui. Une voix quand même assez cassée, une voix particulière, quelque chose d'assez simple. Ouais. Tu sais, le folk, pour moi, c'est un peu ça. C'est pas souvent des gros arrangements, c'est pas obligé d'être complexe puis Ah, il y hyper a un petit côté minimaliste. c'est recherché. quand même, Il y a un côté minimaliste. ouais. C'est un peu ces guitares-voix, un petit peu d'arrangement pour blender ça. Mais ce qui est intéressant dans cet album-là, je trouve que c'est l'émotion de la voix de Neil Young. Il y a une petite voix un peu claire, un peu cassée mais claire. C'est pas Oui. une grosse voix, tu sais, c'est... Non, puis c'est- Heart of gold. Ce C'est gars-là, mon imitation. c'est sûr Neil que Young. dit de même, c'est particulier. Puis là, j'essaie juste d'en remettre la main dessus, ce que je veux en parler rapidement. Il est ici. Vas-y, parle-nous de ça. Parce que j'en oubliais. Heart of Gold est ma Je viens d'en chanson parler. sans conteste. Je viens de dire Heart of gold. Ben, c'est sûr qu'à l'oreille comme ça, pendant que j'étais pas très attentif, même à 100% attentif, je suis pas sûr. Ah, ok. Mais c'est Heart of Mais ça, Gold. c'est à peu près la seule chanson que je connais de Neil Young. Non, tu connais The Needle and Damage Done. Aussi, c'est pas Nine Inch Nails qui le reprennent, cette chanson-là, d'ailleurs, plus Ça se tard. peut, ouais. Mais non, c'est un album qui est hyper intéressant. C'est l'album que j'avais pogné quand on est allé à la librairie. C'est quoi la librairie là, sur la rue Saint-Jean? À Québec, on s'est arrêté. Il y avait un libraire. Ah, oui. C'est je sais pas comment il plate s'appelle. que je l'oublie parce que j'avais fait un petit shout-out à Ouais. ce libraire-là. Celui qui est en face de la case du jardin sur Saint-Jean. Oui, exact. Fait au Une moins... petite librairie. Élégant? Non, non, je sais pas Je ça. sais plus. Bref, en tout cas, Ouais. cette librairie-là, qu'on ne sait pas le nom, si jamais vous savez de quoi qu'on parle, je veux saluer quand même le propriétaire Qui qui était est bien vraiment un chic type. Oh, il est swell. Puis des prix qui ont de l'allure. Je dis, il est swell. Ouais, hein, mais lui aussi, c'est un grand-papa, fait que ma gérontophilie continue. Gérontophilie, c'est ça. Exact, ça persiste. On l'est bien aimé. Mais non, pour vrai, j'ai trouvé Harvest à ce moment-là. Puis lui aussi, encore une fois, tous les albums que je vais parler, je pense que je vais parler de mon plaisir du grésillement. Parce que celui-là aussi, là, à faible débit quand même. Sauf que c'est un album qui se porte très bien. Peux-tu Puis- faire un bruit de grésillement? Avez-vous vécu un moment? C'est le fun, hein? J'ai aimé ça.
On ne leur fera plus. Mais Neil Young, écoutez ça pour vrai, un petit dimanche matin avec un café, un petit livre, c'est d'une douceur, c'est d'une sincérité. Puis allez lire les paroles aussi, parce que je trouve que justement, comme je disais, c'est un peu le grand-papa du folk dans son minimalisme. Mais c'est un album que je ne pouvais pas ne pas parler, moi de mon côté. Moi, l'écouter parce que j'ai survolé peut-être, là, mais ouais, j'avoue que Neil Young, je l'ai un peu négligé. Ouais. Je le connais de nom, mais c'est quoi même, il y a eu une époque de ma vie où je confondais Neil Young puis Bob Dylan, mais pas parce que ça se ressemble tant que ça reste du folk, mais des fois, je parlais de Neil Young en parlant de Bob Dylan. Ouais. Mais là, je te parle il y a longtemps, là. Fait qu'on dirait que là, après ça, j'ai découvert Bob Dylan, puis j'ai comme oublié Neil Young. Ouais. Mais Neil Young, pour vrai, il est intéressant à... Puis ça, c'est pas... Peut-être que je me trompe, puis qu'il y en a que c'est toute leur vie, mais un artiste à grand succès, c'est pas un artiste de sensation, c'est pas un artiste qui est si populaire que ça, si populaire que ça. Je vais aller voir pour le plaisir, là, mettons combien de personnes l'écoutent, puis on va rire, 10,5 millions d'auditeurs mensuels. Okay. Oh, ça va. Il est populaire finalement, mais quand même, c'est pas... Il est mort? Neil Young? Ah, j'aime pas checker. Checker voir s'il est mort. Peut-être, je pense pas. Moi, je le déclare mort. Tu le déclares mort? Oh, mais toi, tu fais juste tout qui meurt. Je rappelle tantôt, morte, bon. Morte. Mais lui, je le sais pas. Il est-tu mort? Je sais pas, mais dans mon cœur, non. Est-ce que maintenant, il s'appelle Neil Hold? Neil Hold. Ok, j'arrête là. M'excuse tout le monde. 6 feet under Neil. Mais oui, non, va déguerrer là-dedans parce que c'est un album qui vaut la peine. Puis c'est un album, là, je pense à mon ami Val qui prend souvent des photos de elle avec un petit verre, un livre et son foyer. Mais c'est Val, écoute aussi Neil Young. Puis tu vas peut-être m'écrire que finalement tu as une liste de lecture ou que ça passe là-dedans. C'est un Torontois. Ah, il est de Toronto? C'est un artiste canado-américain qui est né à Toronto. Yes. Je ne savais point. Ah, des fun facts! Ben, lui et Drake ont un lien. Ben oui. Ils ont des points communs. C'est son cousin! Ils sont pareils, ils sont ressemblants. Mais t'aurais dû me le dire, c'est son grand-papa. Non, je pense qu'il est encore pas mal en vie. Tu compris, c'est le grand-papa de Drake. C'est le grand-papa de Drake. Encore une affaire des grands-pères. Ben oui. Fait que là, on va arrêter de parler de grand-papa puis de trucs, mais non, il est... il est encore en vie. Mais aussi, t'as Rocking in the Free World. Mon anglais, mon gars. Rocking in the Free World? Moi, je prends plus... in the Free World? In the Free World. Word. In the Free World? Rocking in the... Okay, on va se faire striker. Vite. Arrête ça, vite. Fuck! Arrête. C'est ça. OK. Mais non, c'est ça. Mais ça, c'est pas très folk, là. Non, ça, c'est pas très folk. C'est un plus rock. Moi, l'album que je parle aujourd'hui, c'est 100% du folk comme il se fait en ce moment. Mais justement, le folk actuel, mettons, ne se ferait pas, je crois, s'il n'y aurait pas eu un Bob Dylan, un Neil Young. Bob Dylan. Moi, l'anglais, j'ai arrêté de prendre des appels anglais à ma job, puis on comprend aussi pourquoi. Puis dans le podcast, c'est ça, c'est pas moi qui prononce bien les noms. Mais j'ai beaucoup aimé que tu me parles de Neil Young, d'Éric Peiché. Ben, merci beaucoup. Fait que toi, est-ce que tu continues avec un truc qui se prononce bien ou... Ouais. Vas-y. Je voulais il n'y avait pas de suite? Non, ça se prononce bien. Ah, OK. C'est quoi? Non, tantôt, je parlais de Sex Pistols que j'écoutais moins. Oui. Là, je parlais de... Je sais pas pourquoi j'associe tout le temps les deux, mais... Iggy Pop. Non, mais je vais en parler de ça. Ben... Mais je parlais de The Clash. Ah, OK, oui. Parce que The Clash, à l'inverse, c'est un groupe que j'ai un petit peu plus écouté, que j'ai réécouté beaucoup quand j'avais joué à l'autre band, parce qu'on jouait du Sex Pistols, beaucoup de The Clash et tout. Puis... C'est dans du punk, pareil? Je suis allé dans le punk britannique. Ouais. The Clash, par contre, quelque chose que Sex Pistols avait pas, c'était du talent. Non, c'est pas vrai. Excuse-moi à la maison. Mais The Clash, pour moi, m'interpelle beaucoup plus parce qu'il y avait plus de variété dans ce qu'ils faisaient. C'est sûr que ça clash entre les deux, là. C'était bon, ça. C'était bon. T'as tiré une joke comme un petit Pistols. Mais... Piou-piou! By the way. Les chaises volent basses. Volent haute? Volent basse? Je sais pas. Est-ce qu'on... Hein? En tout cas, ça serait peut-être pas l'épisode le plus régulier.
C'est pas obligé toujours d'être très, très, très sérieux. On n'est pas à la non, bibliothèque. On peut faire des blagues et parler fort. C'est vrai. Mais voilà. Mais là, tu nous parlais de Clash. Continue. De Clash, en fait, c'est un band qui a marqué quand même beaucoup son époque. Oui. Je parle de l'album London Calling, qui est probablement leur album le plus iconique. emblématique. Avec un cover, en fait, qui faisait un clin d'œil à Elvis Presley à l'époque, là, avec l'écriture en rose d'un côté, etc., noir et blanc. Donc, c'est un album que j'adore, honnêtement, que j'ai redécouvert quand je me suis joué au groupe, parce que ça faisait longtemps que je ne l'avais pas écouté. Et je me rends compte à quel point cette band-là avait vraiment mixé beaucoup de genres. Puis ça, j'aime ça d'un band qui fait ça. C'est, on parle, oui, de punk, mais il y a des chansons qui font un peu plus reggae. T'as des moments, en fait, qui a quasiment un petit côté jazzy dans certains riffs. Du côté un peu plus ska. Donc, on se promène vraiment dans beaucoup de genres musicaux. Ouais. C'est un groupe qui a une attitude punk, un chanteur avec une voix un petit peu plus rauque que celui de Sex Pistols. Ouais. Avec une attitude, tu sais, qui chante tout le temps un peu faux, mais c'est tout le temps bien. Moi, j'aime ça, ce petit côté cassé-là. Oui, tu sais, il est tout le temps un peu off, mais ce qui fait en sorte que ça fonctionne tout Ouais, mais c'est pas temps. une imperfection désagréable. Non, exactement. Puis ça reste quand même un autre band super politique. Donc, pour l'époque, qui faisait des pieds de nez à la société et qui a eu son petit lot de controverses aussi à l'époque. Donc, grosso modo, c'est un album qui est sorti fin 70, donc en 79, en même temps que The Wall. Oh. Quand même, petit point comme ça. C'était pas un fun fact, mais je le constate en ce moment et j'avais le goût de Quand même difficile de rivaliser avec un album comme The Wall cette même année-là, mais en même temps, on n'est pas dans le même registre, donc... Ouais. Peut-être tantôt, quand je te donnais des fun facts sur The Clash, là, sur Sex Pistols, je t'ai donné fun facts de The Clash, moi. Ouais. Ben oui. Fait que, tu sais, quand je te disais, hey, Guy Steven, le producteur qui lançait des chaises, ben, c'était pour The Clash. C'était pas pour Sex Pistols. Ah, ben, il aurait pu lancer des chaises d'Anne de Caudry. Puis quand je disais... Ça fitait aussi pour Sex Pistols. Hein. Puis quand je parlais d'album double, tantôt, j'étais plus sûr de pourquoi je disais ça. C'était pas Sex Pistols, c'était The Clash. Fait que finalement, The Clash ont juste un album studio aussi? Non. non. The Clash en a fait quelques-uns, en fait. Ah oui, c'est ça. Mais voilà, grosso modo, un autre fun fact, si vous voulez, sur The Clash. Puis je vais revenir sur Sex Pistols pour donner mes petits fun facts, juste pour le fun. Mais vas-y, fais-le. Train in Vain, qui a été le premier single qui a été un hit aux États-Unis, était une chanson qui n'était même pas, en fait, sur la pochette originale. Hein? Fait que... Il fallait qu'il la represse après? Ça a l'air. Mais quelle perte d'argent, hein? Mais non, en fait, pour Sex Pistols, l'affaire de seul album, c'était un fun fact que j'avais bien. Dans les choses que je n'ai pas mentionnées tantôt, c'était que Sid Vicious était crédité en fait juste sur 2 morceaux de l'album parce que finalement il était tellement pas si bon que ça que c'est une autre personne qui avait enregistré ses tracks de bass. Donc c'était tout simplement mes 2 petits fun facts que j'ai skippés tantôt. Donc, mais c'est The Clash qui ont trompé leur maison de disques en livrant un album double sans qu'ils le sachent. Ouais. Stevens. Donc c'est quand même... Il y avait un petit côté leur cocky. petit côté cocky, anarchiste et quand même avec la maison de disques qui les produit. Exact. C'est quand même... Mais aller voir The Clash, honnêtement, c'est étrangement, je vais dire ça comme ça, mais ça paraît que ça date. Ça paraît que ça a été enregistré à une certaine époque, mais la production est encore super clean. Ouais. Ça s'écoute encore super bien, un peu comme un album des Beatles. Pour moi, ça vieillit aussi bien que, mettons, qu'un album des Beatles, entre parenthèses. Quand tu écoutes des Beatles, tu sens là, que ça n'a pas été enregistré hier, mais tout se tient, puis tout traverse super bien le temps. Puis le fait, justement, que c'était pas marqué juste dans du punk. Tu sais, comme Sex Pistols, tu l'écoutes, tu fais, ouais, ça sonne vieux punk. Mais là, vu qu'ils vont dans plusieurs styles musicaux, etc., je trouvais que ça faisait en sorte que ça traversait mieux le temps, puis il y a des affaires que j'entendais, que je réentends encore de Ben aujourd'hui. Je trouve que c'est un groupe qui montrait en fait vraiment une plus grande versatilité en termes de composition, des compositions plus complexes. Mais c'est moins générique et répétitif que Sex Pistols. Mais Sex Pistols, aujourd'hui, quand tu connais n'importe qui trippe sur le punk, etc., le punk, c'est comme le métal, c'est
ça partit de quelque part parce que ça sonnait un peu plus crade, plus simple, etc. Ça s'est complexifié dans le sens c'était parti de bands comme Black Sabbath à l'époque pour tomber sur des Between the Buried and Me ou des Veil of Maya. T'aurais pas de Lorna Shore, on dit Cannibal Corpse, c'était différent. Dans le sens que t'as besoin d'avoir des pionniers avec un son plus raw pour arriver à quelque chose de plus flyé. Fait que des fois tu réécoutes certains morceaux de Black Sabbath, pour moi que t'écoutes Warpig ou comment il s'appelle l'autre Paranoid? Pas Paranoid. Iron Man. Iron Man, tu fais c'est un peu ordinaire le rendu aujourd'hui, mais à l'époque c'était de la nouveauté. Il n'y avait pas de son comme ça. Ça prend des sonorités différentes justement pour que les gens fassent OK, ça nous donne envie d'aller explorer. C'est ça la beauté de ces époques-là, c'est qu'ils ont exploré des choses qui se faisaient pas, qui ont emmené d'autres bands à innover de plus en plus. Puis maintenant, c'est ça qui est. Puis surtout avec tout ce qu'on a comme matériel, comme technologie, comme possibilités. Les possibilités sont infinies, mais qu'est-ce qui est impressionnant de ces années-là, les années 70, c'est le peu de ressources, le peu de matériel, le peu de connaissances. Pas qu'il ait été retardé, c'est pour ça que je dis, mais dans le sens que quand même, c'était de l'innovation pure avec pas grand-chose. Ben, c'est surtout, en fait, c'est qu'il n'y avait pas la possibilité d'enregistrer aussi complexe. Non. À l'époque, c'était sur une bobine. Oui. C'était du analogue, etc. Fait qu'effectivement. Mais voilà. Puis le son est impressionnant. De tout ce qu'on parle aujourd'hui, la qualité de l'époque m'impressionne. Parce que même si c'était avec des moyens moindres, c'est intemporel comme musique. Pleinement d'accord. Ça, je trouve ça super intéressant. Puis un autre album intemporel dans le côté guitare qui est vraiment mis en avant-plan, c'est Robin Trower's Bridge of Sighs. Oh oui. Donc ça, si tu aimes Jimi Hendrix, ça a quand même des bonnes influences côté guitare. Pourquoi t'es pas dans du Jimi Hendrix du tout? C'est pas là que je m'en vais, mais dans le sens que la guitare est mise à l'honneur et Robin Trowers est un guitariste. Un solide guitariste. Hors pair, honnêtement, je trouve solide. Il y a un petit côté blues rock qui est vraiment hyper intéressant. Peut-être dans ma tête, en fait, c'est pas proche des classiques d'Hendrix. Non. C'est proche, en fait, de tout ce qui n'a pas spiné à la radio de Jimi Hendrix. Exact. Des trucs un peu plus... Exact. T'as le goût d'avoir de quoi de péter, d'entraînant, d'avoir des riffs. Si tu le vois que le gars s'amuse, il maîtrise son instrument, il s'entoure de musiciens hyper intéressants. Tu sais, je pense que ça le définit clairement comme un des meilleurs guitaristes de sa génération, sans contredit, ce genre d'album-là. C'est quoi le nom de l'album? Hein? C'est quoi le nom de l'album? Bridge of Sighs. Sights. Fait que si vous allez voir ça, Bridge of Sights. S-I-G-H. Le pont des soupirs. Absolument. C'est un album que je ne connaissais pas avant qu'il passe sur Passion Vinyle. Hey, on les salue. Salut Éric Guillon. Bonjour Eric, tu m'as fait découvrir plein de choses dans tes, pas tes enchères, tes ventes quotidiennes honnêtement. Cet album c'est drôle parce que je ne l'ai pas acheté. J'ai quand même juste le goût de faire un shout-out avant. Là. Si vous ne connaissez pas le groupe, allez sur Facebook, Passion Vinyle, Passion du Vinyle. Québec. Passion du Vinyle Québec. Super groupe pour n'importe quelle personne qui tripe collection de vinyle. Genre entre 23 000 ça? Ouais, puis c'est le meilleur groupe en fait. Respectueux. L'administrateur, celui qui a créé ça, Éric Guillon, est un humain sensationnel. Et à tous les matins, en fait, à 10h, il fait une sorte d'enchère. Ben, c'est pas une enchère. C'est pas une enchère parce que c'est le plus rapide. Fait que faut que tu développes ta rapidité. Il faut que tu sois un vrai sniper. Pour quelques secondes à peine, pas de réflexion possible. Mais avant, c'était 4. Maintenant, il met 3 vinyles tous les jours. C'est qu'ils sont déjà pré-programmés. Et la fin de semaine, il y aura des perles. Ben, la semaine aussi. Oui, mais la fin de semaine, c'est sûr que là, il y a un plus grand public disponible. C'est qui travaille. En tout cas. Puis il vend ça à bon prix. Si jamais vous voulez aller regarder ça, allez voir ça. Passion du Vinyle Québec. Et suivez-le 10h le matin. Soyez au rendez-vous. Soyez sur le piton. Éric Guillon fait ses ventes et c'est toujours des belles perles. Puis on a des grands passionnés on a des gens qui sont passionnés vraiment par les compositions qui sont mécaniques, les tables tournantes. Je pense à Thierry qui est un connaisseur assez hors pair dans tout ce qui est table tournante, aiguille et tout. C'est les composantes vraiment de la table tournante. Eric a une collection impressionnante, a le vinyle et la passion pour la communauté aussi vraiment très à cœur. De l'amateur jusqu'au passionné
en fait. Ah, il y a tout. Pas mal de tout le monde. Mais là, tu parlais de Robin Trower parce que Eric avait fait une vente de Robin, c'est ça. Il a fait une vente, puis je ne l'ai pas eu. C'est ça le plus drôle là-dedans. Je ne l'ai pas eu, c'est toi qui l'as eu. C'est moi qui l'ai eu. Puis j'étais comme, puis je me rappelle que justement, j'ai eu la réflexion de je vais aller voir c'est quoi avant de l'acheter. Puis ça, oublie ça, si tu fais ça, tu l'as pas. Non. Mais reste que par après, j'ai fait, c'est vraiment intéressant. Puis j'ai laissé à la good pick, j'ai comme, tu sais, je prenais le prochain, parce que c'est souvent Eric, mettons, il revenait régulièrement comme des albums clés comme ça. Puis à un moment donné, je l'ai vu au Knockout à Québec, on les salue aussi, j'ai sauté dessus. Puis finalement, super belle copie, puis aussi encore un petit grésillement. Copie parfaite pour ça. Mais honnêtement, je suis un grand fan d'Hendrix puis de sa guitare. C'est 100% dans ton style. J'adore ça. J'adore ça. La voix est super intéressante aussi. Une voix qui c'est quand même claire, assez puissante. Des riffs de guitare super le fun. C'est entraînant. Il y a un petit côté catchy grand public dans le sens que t'es pas obligé d'être fan de blues poussé puis d'être un instrumentiste ou whatever pour apprécier. Je pense que n'importe qui l'apprécie. Je pense à ma blonde qui tripe beaucoup sur Nick Waterhouse. C'est l'album de blues que je sais. C'est Nick Waterhouse. C'est vraiment actuel. Mais ça part par des albums comme ça. Comme Robin Towers avec côté guide si tu tripes, tu l'as dit, Jimi Hendrix, si tu tripes Led Zeppelin, si tu tripes n'importe quel band en fait qui a un côté rock typique de ces années-là avec des guitares, des solos, mais peut-être un petit tantinet plus grand public, mais étrangement grand public, mais qui n'a pas shiné autant que ceux qu'on a nommés. C'est pas narcissique, c'est peut-être, moi je crois, peut-être que je me plante, je vais les pieds dans les plans en disant ça, mais c'est probablement l'artiste le plus underground de notre sélection aujourd'hui. Je ne crois pas que les gens connaissent en général. Mettons. Parce qu'on n'en parle pas tant si souvent. En tout cas, du moins, ça vient pas. Moi, je ne le connaissais pas, parce que je suis un grand fan de musique de ces années-là. Je ne l'ai jamais écouté, je n'en ai jamais entendu parler. Puis pourtant, finalement, est un grand guitariste, puis je suis vraiment content d'avoir découvert. Donc, si c'est le cas, pour vrai, remerciez-moi dans les commentaires. Puis si vous avez des trucs comme ça, du blues, des choses avec la guitare qui est mise en avant, je me fous de l'année, savoir si c'est 70 ou c'est actuel. C'est vraiment hyper entraînant. Faites-nous en part. Si vous connaissez ça, écrivez dans les commentaires aussi. Ça m'intéresse de voir, est-ce que il y a justement moi qui le connaissais pas ou quand même c'est plus grand public que je pensais. C'est une bonne question. Je ne crois pas, mais je suis quand même curieux de voir dans les auditeurs qui le connaissaient déjà. Ouais. Je pense que une chose que je suis en train de me dire là, que j'ai envie de faire, c'est ouvrir un Instagram pour Spin-moi ça, puis qu'on mette tout le temps les albums, les pochettes d'albums en dessous, puis avec le cover de l'album, puis mettre un petit peu le... on pourrait faire ça, c'est l'image, mettons, avec vraiment... tu sais, le concept, on est vraiment ailleurs, je vais quand même en parler parce que je me dois de faire un shout-out à ces filles-là, mais les filles de Crime Glacé qui est dans le True Crime, le fond, ils ont un Instagram qui est hyper chouette, justement, que chaque histoire, ils vont mettre... va sur leur Instagram, c'est tout ce que tu as écouté, soit des photos. Fait que, mettons, des photos du tueur ou peu importe, des victimes, des moments marquants, puis c'est hyper concept, t'arrives là-dessus, puis c'est vraiment intéressant parce que c'est une valeur ajoutée. Fait que je pense que clairement qu'on pourrait bénéficier de ça. Aller, chercher les covers des albums, mais d'attirer un peu l'œil avec un côté visuel à l'appui de notre podcast. On en parle à voix haute avec vous, mais je pense que c'était quoi intéressant. Je pense que ça pourrait être le fun juste pour... tu sais, des fois, tu fais... c'était quoi le groupe Robin Trower? Puis là, tu sais pas trop. Mais tu sais, allez voir, à la limite, on va l'ouvrir. À ton retour d'Italie, on pourrait refaire des posts de tous les épisodes passés pour juste repartir à neuf, d'avoir un visuel de ça. Puis on vous rappelle que si vous voulez avoir un repère auditif, allez voir la playlist de Spin-moi ça. Puis là, on parle comme si l'épisode était fini, mais non, on enchaîne avec ton prochain. Mais oui, puis ça fait déjà 47 minutes, ça passe. Ça passe vite. Ça passe. Tantôt, t'en as parlé, t'as glissé un mot sur lui, et j'en parle maintenant. David Bowie ou Iggy Pop? Iggy Pop. Encore un autre emblème. Savais-tu quoi? Savais-tu quoi? Je ne savais pas quoi, mais tu vas me le dire. Tu sais, quand on dit, tu coupes un arbre, tu comptes le nombre de cerceaux pour savoir son âge. Iggy Pop, t'as juste à regarder le nombre de plis sur son ventre pour savoir l'âge qu'il est rendu. Je pense que c'est comme ça, c'est ça qu'ils disent en fait. Mais Iggy Pop, en fait, une icône du rock des années 60-70. Yeah! Toujours là. Il a maintenant l'air d'une vieille madame, mais
plein de fougue et d'énergie. Mais voilà, en fait, c'est quand même quelqu'un qui a une vie assez particulière. Donc, c'est quelqu'un C'est qui le plus ridé, tu penses, entre Iggy Pop, mettons, puis chanteur des Rolling Stones? Iggy Pop. Iggy Pop Mais est ça ridé, dépend hein. de ce que tu parles. Si tu parles de la face, Rolling Stones, si tu parles du ventre, Iggy Pop. Si tu mets les deux ensemble, c'est vraiment un paquet de rides, hein? OK, On continue. mais voilà, Iggy Pop, en fait, c'est quand même une emblème qui a eu... En fait, il y a plein d'albums que j'aime de lui. J'ai aimé son band de Stooge. J'ai aimé sa carrière. J'aime vraiment ce qu'il fait de façon générale. Et Iggy Pop a eu une grosse période de sa vie qui a été dans l'enfer de la drogue après la pause. Mais de façon assez solide, en fait. Et en gros, Lost for Life, qui est l'album que je veux parler, est sorti en 77. C'est un album qui marque le retour d'Iggy Pop après, en fait, des années très très lourdes pour lui. Fun fact que je ne savais pas, en fait, c'est un album qui a été coécrit avec David Bowie. Donc, tantôt, tu me disais, c'est qui, l'un ou l'autre? Ouais. Les deux. Ah, Fait ouais. que Ah, je David savais Bowie, pas ça. en fait, l'avait coécrit. De ce que j'ai compris, il y a eu des chansons que David Bowie avait juste composées, je me trompe pas, ukulélé voix, pour monter l'album. Puis dans le fond, c'est ça, c'était vraiment un album beaucoup plus introspectif quand même pour Iggy Pop, où est-ce qu'il parle quand même, il affronte, oui. Il parle de front, en fait, de ses enjeux de dépendance, de ses enjeux, en fait. Bon, l'album s'appelle Lost for Life, donc le luxe ou comment on appelle ça? C'est un des 7 péchés, là, Lost, c'est la fortune. La luxure. La luxure, en fait, comme vie. Et en fait, ça a été désigné encore aujourd'hui comme un des meilleurs albums d'Iggy Pop. Donc, est-ce que ça veut dire que c'est ton préféré à toi à la maison? Ben non. Mais en niveau, de façon générale, des critiques... Ben, je crois que c'est l'album où tu as le plus de références, dans le sens que tu connais pas Iggy Pop, tu sais pas pantoute ce qu'il chante. Écoute cet album-là, puis il y a des chansons que tu vas avoir entendues à la radio, dans des films, dans des séries, chez ton grand-père. Ben oui. Mais non, pour vrai, dans le sens que... fallait que je replogue le mot grand-père, mais dans le sens que c'est quand même l'album où tu as le plus de références Iggy Pop, sans même savoir que tu connais Iggy Pop. Ouais, mais tu sais, The Passenger, ça reste quand même probablement une de ses plus grosses chansons encore aujourd'hui. Ouais. Donc, quand même, quelques petits fun facts par rapport à l'album. Vas-y. La première, le riff d'ouverture de Lost for Life est inspiré du signal sonore de l'American Force Network entendu à Berlin par Iggy et Bowie. Oh. Petit point comme ça. Comme je disais, en fait, c'est une collaboration de Bowie et Monsieur Pop. Est-ce que sa première ride de Beden est issue de cet album-là? Ça, c'est une bonne question. En fait, le morceau de Passenger aurait été inspiré par les balades nocturnes d'Iggy dans les transports berlinois. Oh. Qui savait ça, pas moi. Et la chanson Lost for Life, donc, qui est un album de char, de mes problèmes de consommation, de drogue, d'alcool, etc., a été utilisé dans une pub pour des croisières Royal Caribbean pendant 10 ans. Donc, ça fait quand même contraste avec la nature de la chanson. Fait que une chanson qui décrit en fait la luxure a été reprise par des croisières de luxe. Ben oui, pourquoi pas. C'est drôle. Je trouve ça drôle. C'est ironique. Vraiment. C'est comique. Mais voilà. Non, Passenger, c'est un album qui s'écoute super bien. Qui a bien vieilli, en fait. Je l'ai réécouté encore une fois dernièrement. Je trouve que, encore une fois, c'est tous des albums que tu sens là, que ça n'a pas été enregistré en 2022. Mais c'est un album qui a bien vieilli. Les thématiques sont super humaines. Tu sais, des problèmes de consommation, des problèmes d'alcool. C'est encore quelque chose qui est d'actualité. On connaît tous des gens qui ont passé au travers de ça. Donc, les thématiques vieillissent aussi de façon intemporelle. C'est un album qui se veut un classique quand même du rock. C'est pour du rock des années 70, mais dans l'histoire du rock, je pense que c'est un album qui est incontournable. Donc, du moindrement, en fait, que tu tripes. C'est pas étranger, parce que reste que si j'aurais dit, si tu tripes David Bowie, si tu tripes tu sais, tout ce qui était Alice Cooper, peut-être, des trucs comme ça. Iggy Pop rentre dans cette veine-là. Ben, Alice Cooper a une panoplie d'albums, d'ailleurs, c'est incroyable. Là, en perd la tête, là, sa discographie. Mais j'ai failli prendre un album d'Alice Cooper. J'aurais eu de la misère à savoir lequel, parce que, honnêtement, j'aime une chanson sur un album, une chanson sur un autre. C'est difficile un album de Alice Cooper intégral, mais où ce que je m'enlignais avec ça, c'est qu'il y a un univers incroyable. Tu sais, c'est pas juste des trucs comme I'm 18 que tout le monde connaît.
Ouais. Il y a des chansons qui sont beaucoup plus dans un registre style Iggy Pop, David Bowie, plus underground. Allez l'écouter du Alice Cooper aussi. Vous allez être surpris le range musical dans lequel l'album que j'aurais pris, ouais. ça a été Welcome to My Nightmare. Mais ça, c'est une chanson iconique, ça. Ben, l'album aussi, mais la chanson. chanson. Est iconique, la chanson est iconique. Il y aurait eu Skulls Out qui est intéressant, que j'aime bien aussi. Exact. Mais Welcome to My Nightmare est probablement mon album d'Alice Cooper préféré. Mais voilà, ça n'était pas aujourd'hui mon sujet. Peut-être qu'on va en reparler un moment donné. Mais voilà, Iggy Pop, pour n'importe qui a envie de s'initier à sa carrière, allez vers ça. Si tu fais « Hey, ça fait longtemps que je n'ai pas écouté », alors retourne-y, c'est bon, ça vaut la peine. C'est clair, puis il y a quand même une chose que je pourrais pas passer à côté de ce que tu as dit, c'est la consommation, la souffrance, ça reste un thème qui est exploité à l'époque, c'est un thème qui est encore exploité maintenant. Je pense que dans plusieurs artistes, plusieurs groupes, le mal-être existentiel, la solitude, l'isolement, c'est les difficultés de la vie humaine, parce que il y a des hauts et des bas, peu importe toute forme de discrimination. Chaque humain vit des moments difficiles, puis l'art est une méthode d'expression qui est temporelle. Puis je trouve ça intéressant parce que la musique nous accompagne dans peu importe l'émotion qu'on a. C'était vrai en 70, c'est vrai aujourd'hui. Vous avez des moments difficiles. Moi, ça a été le cas dans ma vie. La musique m'a transporté. La musique a été un pansement, a été un sauveur. Puis je crois que pour plusieurs aussi, mais c'est le cas des artistes même qui composent la musique, qui vont se livrer avec une sincérité. Je crois qu'Iggy Pop l'a fait dans ces années-là. Comme un Dédé Fortin l'a fait dans ses années à lui, puis on pourrait en nommer comme ça, mais ça sert à rien, on comprend là, mais un des grands fondements de la musique, c'est la sensibilité de l'artiste. Ouais. Fait que je trouvais ça intéressant de faire un petit point là-dessus, parce que dans tout ce qu'on parle, ben, nous-mêmes comme artistes, on a beaucoup de sincérité dans ce qu'on fait, puis dans ce qu'on écoute. Puis pour moi, la musique, c'est une question d'émotion, puis c'est ce qui nous touche le plus, parce qu'on est tous humains, puis on se retrouve dans tous... c'est plate. La chute était belle. C'est plate comme fin, là. Parce que c'était vraiment beau, mais on est tous égaux dans la musique. On était tous comme c'est beau, puis là, ça finit là-dessus. Ça fait là. Et Colin, il nous reste 3 albums, puis ça va être notre épisode le plus long. Ben, pas de trouble, parce qu'on est un peu parti à gauche, à droite, on s'est amusé, puis c'est ça qui est le fun. Ah oui, avance! Je peux pas parler de partir dans tous les sens sans parler de Frank Zappa, mais je vais parler de Mothers, Overnight Sensation, qui est sans contredit un des albums qui a propulsé Zappa, mais c'est pas du Zappa solo, c'est du Zappa avec son groupe, avec son band, The Mothers. Album hyper pété. Ça, c'est-tu son seul album en carrière? Lui, Chris que non. On parlait d'Alice Cooper, Zappa aussi, lui, a produit beaucoup. Tu sais, ce gars-là... Là, tu parles de son album classique. Je pense que n'importe qui écoute du Zappa, c'est comme son gros album. Là. Overnight Sensation est un foutu délire, honnêtement. Les gars ont eu du fun là-dessus, ça part de tout bord, tout côté, mais c'est que c'est pas juste du n'importe quoi. C'est du n'importe quoi maîtrisé, calculé. C'est ça que je trouve hot avec Zappa. C'est que le gars, c'est un foutu génie. Puis justement, c'était quelqu'un de très exigeant, de très méthodique. Il répétait beaucoup. Puis il demandait vraiment pas l'excellence, mais pratiquement à ses musiciens. Fait que les gars, ils ont l'air hyper pétés, hyper flyés, ils ont l'air à faire du gros n'importe quoi, puis d'avoir du fun. Ils ont du fun, clairement, mais de façon calculée. Puis de voir ces gars-là sur l'album, ça fait comme, OK, c'est nice. Puis il doit y avoir des trucs enregistrés en studio. Mes amis, on est dans les années 70. Il n'y a pas de 150 000 façons d'arranger ça en studio. On parle de talent brut. On parle de gens qui ne font qu'un avec leur instrument. Mon parallèle va être un peu boiteux parce que c'est pas le même style de musique, mais il me donne la même vibe que Plume la traverse, ce gars-là. Parce que Plume avait ce côté-là, en fait, de... tu sais, il avait l'air du gars un peu ivrogne, saoulon, mal engueulé, tu sais, un peu sloppy, etc. Tandis que dans la réalité, c'est quelqu'un d'un peu introverti, tu sais, qui veut travailler, qui veut livrer, qui tient à son public, qui travaille fort. Tu sais, tout est bien fait, puis il n'y a rien qui est fait paresseusement dans ce qu'il fait, etc. Même s'il dégage ça, puis Frank Zappa avait ce côté-là d'être
très cocky. Tu sais, le gars qui a l'air d'être un peu batté, etc., avec sa grosse moustache, ses cheveux longs. Mais au bout du compte, c'est quelqu'un qui était quand même assez intransigeant. Beaucoup d'élocutions, beaucoup de standards. Tu sais, arrive pas dans les pratiques hangover, on consomme pas ni boisson, ni alcool, ni en répétition, ni en show. Puis pourtant, les gars, ils ont l'air battés, puis à triper, puis à vraiment comme s'évader, mais complètement à jeun. Fait que je trouve que c'est un peu une musique de trance, mais en buvant un petit thé vert. C'est dans le sens que les gars, zéro sous-effet. Frank Zappa, c'est quoi? C'est de la musique de trance avec un thé vert. Oui, c'est une belle... ça, là, si t'étais commis dans un Music World à l'époque, là, c'est sûr que c'est le même que tu le vends, là. Ah, c'est clair et net, man, que c'est clairement comme ça. C'est transcendant avec je peux pas ne pas parler de Zappa. C'est un album que je me suis acheté il n'y a pas si longtemps, puis honnêtement, un peu comme One Size Fits All aussi. Qui est mon préféré. One Size Fits All, c'est mon préféré. Ces deux albums-là, Apostrophe aussi de Zappa, que j'aime beaucoup. Je pense que ça serait mes 3 albums préférés de Zappa, mais celui-là, c'est un album qu'ils ont mis sur la map. Pas qu'il n'était pas connu avant, mais c'est un album, je crois, qui a fait sensation. C'est un album fort. En fait, c'est l'album qui représente l'apogée de Zappa. Absolument. Littéralement, oui. Fait que toi, il te reste dernier choix. Puis là, je vais faire un statement. Je parle d'un artiste avec qui j'ai souvent eu des conflits avec des gens. Oui. Parce que je parle de David Bowie. Mais ça m'a quand même surpris que tu le prennes. Oui, mais... Mais j'imagine que tu vas en parler pour l'œuvre. Mais je vais en parler pour cet album-là. OK. Parce que David Bowie, puis je vais quand même le dire parce que j'ai envie de te choquer, toi, à la maison. Pour moi, c'est un artiste qui est complètement overrated. Ça veut pas dire que c'est mauvais, mais je trouve qu'il vit au-dessus de ses moyens en termes de réputation. Il a fait des grands albums, mais il a fait aussi beaucoup d'albums que je trouve très ordinaires. Je trouve qu'il y a beaucoup d'albums que... Je vais prendre l'exemple, Space Oddity, chef-d'œuvre, le reste de l'album, mais... Il y a beaucoup d'albums comme ça que je trouve que c'est... Mais dessus, il y en a une ou deux vraiment comme qui dépassent, puis etc., puis qui a transcendé le temps. Mais il y a 2 albums de Bowie que je peux dire que pour moi, c'est des coups de cœur incroyables. Il y a son album qu'il a fait juste avant de mourir, Black Star, qui est délicieux. Mais vu qu'on parle des années 70, je vais y aller avec David Bowie, The Rise and Fall of Ziggy Stardust and the Spiders from Mars. En gros, c'est un album concept, encore une fois. C'est David Bowie qui incarne une sorte de rockstar extraterrestre qui est descendu sur Terre, qui s'appelle Ziggy, avec ses cheveux rouges, un côté super androgyne, etc. L'album tourne tout autour de cette idée-là d'un personnage. Donc, c'est pas David Bowie, c'est Ziggy. Est-ce que c'est dans celui-là qu'il meurt? Oui, à la fin. En fait, à la fin de sa tournée, il tuait son personnage. Je suis content, quelqu'un de mort. Enfin... non. Mais lui, il est mort aussi. Ziggy Stardust est mort. David Bowie est mort. Ils sont tous morts. Yes, sir. Mais, le massacre de Jonestown. Mais c'est un album, en fait, qui est juste incroyable. Il y a honnêtement aucune mauvaise chanson sur cet album-là. Ça s'écoute de A à Z. C'est délicieux, littéralement. Il y a un côté super théâtral dans ce qu'il fait. Musicalement, c'est on point. Ça a super bien vieilli. Les enregistrements, ça sonne nickel. En gros, c'est un album culte. C'est probablement son meilleur album, selon moi, qu'il a livré en carrière. Donc, après le thé vert de Frank Zappa, on a le bagel matin de David Bowie. Oui, on pourrait dire ça. Je sais pas trop. On va voir, tu t'expliques. Mais, quelques fun facts avec cet album-là. Donc, tu t'es gardé dans les fun facts. Ben oui. Ziggy Stardust s'est inspiré d'un vrai musicien excentrique qui s'appelait Vince Taylor, qui se prenait pour un extraterrestre et pour Dieu. Ok. Je savais pas. Puis est-ce que le gars le savait ou ça était à son insu? C'est... je sais pas. C'est une bonne question. Ouais, hein? Un peu comme la chorale d'enfants. C'est vrai. Il y a plein de questions en suspens. Si tu le sais à la maison, écris-nous. Sinon, la coiffure rouge de Ziggy, la fameuse, tu connais, a coûté 2 € et a été inspiré par un modèle japonais dans un magazine. 2 €? C'était pas cher. Pas cher. Hein, aujourd'hui, une coupe de cheveux à 2 €, tu trouves ça où? Fait que c'était à l'achat au Dollarama, là. Écoute, c'est aucun sens, tout ça là. La pochette a été prise au 21 Haddon Street à Londres. Aujourd'hui, un lieu de pèlerinage pour les fans. Donc, si t'es fan de Bowie, va-t'en là-bas. Ça a l'air que
c'est là que ça se passe. C'est là que ça prend des belles photos de perruques. Et dernière chose, on l'a dit en 73, dernier concert, il tue Ziggy. L'histoire de Ziggy finit là. Malheureusement, pour revenir à David Bowie, moi j'aurais gardé Ziggy. Mais il y avait un côté plus intéressant, je trouve. J'adorais ça. Puis, dans la thématique, tout ce qui est conceptuel, cet album-là est très fort pour ça. Puis c'est un album bien méconnu. En fait, c'est que moi aussi, je suis d'accord avec toi. Pas pour être d'accord avec toi, est-ce qu'on est capable de l'être? Mais c'est pas un album méconnu, par exemple. Non, mais que Bowie est overrated en général. Cet album-là, oui. C'est sans contredire leur meilleur, parce que moi, j'aime beaucoup Space Oddity, comme tu dis. Ouais. Space Odyssey en général, à part cet album-là, à part Space Odyssey. Il est correct, mais sans plus, mais c'est sûr ça. Celui-là est très bon par contre. L'affaire, souvent, quand je me peins avec du monde, c'est parce que j'ambitionne. Tu sais, j'en ai du Bowie en vinyle, puis tu sais, j'aime ça en mettre. Ouais. C'est juste que je trouve pas que c'est pour moi, ça ça s'écoute bien de façon générale, mais je suis pas comme tabarnak. J'ai pas ce côté-là de quand j'écoute un Shine on You Crazy Diamond de Pink Floyd ou des trucs, tu sais, où est-ce que je suis comme oh shit, là, mon cerveau a le goût de bouillonner. Ça me fait pas ça. Cet album-là, oui, et encore plus, le show a été enregistré et il a été filmé. Fait que si jamais, en fait, vous voulez vivre cette expérience-là, allez voir le show. Il est sur YouTube de mémoire, là, en fait. Puis si vous voulez savoir si c'est le bon, c'est quasiment tout en rouge et noir. Là. Je sais pas pourquoi. Mais ce show-là il est excellent. L'album live, même Borderline, nous surpasse l'album. Fait que allez voir ça, Spiders from Mars de David Bowie, en fait, sur le show qui a été tourné est juste incroyable. C'est ma conjointe qui m'a fait découvrir cet album-là dans nos débuts, qui m'a fait découvrir aussi ce show-là. Donc, c'est elle qui m'a comme introduit à David Bowie, entre parenthèses, à l'époque, parce que je connaissais... On te salue, Clo-Clo. Voilà. On te salue, je t'aime. Ouais, moi aussi, mais en ami. On vous aime tous. On vous aime tous. Tout le monde ici t'aime. Ah oui, la musique, on est tous égaux. Moi, je vais y aller en finissant très très fort avec un Justin album Bieber. que tu avais choisi. Puis tu me l'as volé! Ben, on se l'est partagé parce que c'est un album qui est très fort dans les années 70. Je parle de Led Zeppelin 4. Ben oui, toi. Honnêtement, c'est sans contredit mon album préféré des années 70, honnêtement. Puis le choix est difficile, mais cet album-là, je le trouve incroyable. Led Zeppelin, en général, je les trouve incroyables. Mais cet album-là, tu sais, honnêtement, là, je peux aller voir les statistiques parce que ça m'intéresse pas tant. Là, parce que c'est un peu comme les critiques de films. Des fois, tu vas sur Rotten Tomatoes, ils voient un film comme un chef-d'œuvre, je l'écoute, je le trouve plate. Puis les films qui cotent mal, je les trouve fantastiques. Par contre, cet album-là, ce n'est pas le cas. Je suis pas mal certain que c'est un des meilleurs albums de tous les temps, au niveau du rock, du moins Led Zeppelin 4. Du moins, Stairway to Heaven est clairement une des chansons les plus emblématiques ever côté rock. Tu sais, je pense que s'il y a deux chansons que je pense, quand je pense à des emblèmes du rock, je pense à Bohemian Rhapsody, Queen, Stairway to Heaven de Led Zeppelin. On peut en nommer d'autres, mais s'il y en a deux que tout le monde connaît, qui sont légendaires dans l'histoire du rock. Le riff du début, là, il est emblématique. C'est une chanson quand même un côté progressif, une très longue chanson avec plusieurs variantes, mais je crois que ça définit la versatilité de Led Zeppelin. Cet album-là, tu as des côtés rock, tu as des côtés blues, tu as des côtés plus folk aussi, tu as des ballades. Stairway to Heaven est excellente, mais en même temps, il y a des chansons comme Black Dog que je trouve délicieuse. Moi, tu vois, c'est la chanson que j'aime le moins de l'album. Non, moi, je l'aime. Pourquoi? Délicieuse dans le côté, je la trouve funky, c'est l'espèce de petit riff de guitare répété. Hey, après ça, genre, c'est tout s'arrête, puis là, il y a comme une espèce de prouesse vocale. Puis après ça, la guitare reprend, prouesse vocale isolée comme a cappella. Je trouve ça vraiment intéressant. Comme on dirait que je le faisais en même temps puis que j'éloignais mon micro, que je l'ai rapproché, mais j'adore le concept de cette chanson-là, rock and roll. Elle est vraiment hyper intéressante aussi. Tu as Stairway to Heaven qui est vraiment excellente. Une qui est méconnue en général, méconnue, que c'est pas celle que les gens vont parler d'album, c'est When de Levy Breaks, désolé, qui est la dernière de l'album. Je la trouve vraiment, moi, excellente, cette chanson-là. Mais c'est un album qui est indéniablement légendaire, qui définit le son des années 70. C'est des guitaristes incroyables,
La voix aussi. Tu sais, je trouve qu'il y a du talent brut. Tu sais, la guitare, tu peux pas... Non, mais Led Zeppelin, c'est ça. des monstres la guitare est musicalement, on pointe, le vocal est impressionnant, le drum est excellent, la bass aussi. L'ensemble est vraiment bon. Je trouve ça impressionnant, un album de cette qualité-là, de cette sonorité-là et de ce talent-là dans ces années-là. Ça, comme on dit tout à l'heure, connaissant les moyens qu'avait le groupe. Ouais. Puis, les shows de Led Zeppelin, ça devait être tellement trippant. C'est quand tu regardes les vidéos. Ça devait être vraiment hot de vivre des années 70. Honnêtement, là, les vieux amplis orange, et puis tout, c'est vraiment, là, il arrivait là, une longue robe blanche, puis tout, ça avait l'air d'un méchant, c'est comme party. L'autre fois, je parlais des Moon Tunes, où j'étais comme pendant 1h30, la gueule à terre. En fait, genre, ça devait être trippant, cette énergie-là. Mais un show de Led Zeppelin, j'aurais assurément eu le coulis de bave de genre, what the fuck, man, ça doit être vraiment, vraiment trippant. Vu les années 70, j'aurais voulu voir Pink Floyd puis Led Zeppelin. Ah, man, ça assurément. doit être fou, là. Mais tu vois, moi, j'avais pris Zeppelin 4 parce qu'il est sorti dans les années 70. Ouais. Si j'avais à choisir un album de Zeppelin, ça serait pas le 4. Moi, honnêtement, c'est le 2. Ben, le 2, oui, mais le 2, c'est mon... J'ai de la misère entre le 2 et le 4. J'adore les deux. Moi, j'aime mieux le 2 parce que sur le 4, il y a Black Dog. Ah, ouais. Fait que Black Dog est correct, mais je trouve vraiment que c'est la chanson que j'aime le moins de l'album. Puis même, limite, Stairway to Heaven, c'est juste que je l'ai trop entendu. Fait que aujourd'hui, j'ai plus de mal à l'écouter, au complet. Fait que j'ai souvent, par contre, Battle of Evermore. Oui. Je trouve ça malade. Les deux, Misty Mountain Hop, Four Stick, toute cette section-là, je trippe vraiment beaucoup. Mais c'est pour ça que dans les deux, dans cet album-là, il y a autant les chansons connues, popularisées, que des petites perles comme ceux que tu as nommés. Mais tu sais, c'est qu'en fait, je reconnais toutes les qualités de cet album-là. Black Dog, c'est une bonne chanson. Je dis pas que c'est pas une bonne chanson, mais pour moi, c'est un peu l'équivalent de Iron Man de Black Sabbath. Oui. Tu sais, c'est la même chose. Elle est emblématique, mais Colin, j'ai pas envie d'écouter Iron Man de Black Sabbath. Il n'y a aucun moment dans ma vie que j'ai envie d'écouter cette chanson-là. Néanmoins, Black Dog est meilleur musicalement, là, on va se le dire. Mais le 2, c'est un album que je peux écouter de A à Z. Ah, ben oui, absolument. Je ne skipperai jamais. Le 4, je vais avoir tendance à tout le temps partir ça à partir de la deuxième track. Ouais. Et Stairway to Heaven, il faut juste que je sois dedans. Puis autant j'aime le prog, je pense que c'est justement à cause qu'il est trop présent, un peu comme Another Brick in the Wall. Je vais l'écouter beaucoup parce que mon gars trippe dessus. Mais c'est pas forcément ma chanson préférée de l'album aujourd'hui, mais ça reste quand même une chanson emblématique. Mais reste que Led Zeppelin, c'est Led Zeppelin, c'est du talent incroyable. L'album, en fait, les 4 premiers albums sont des petits chefs-d'œuvre, chacun pour différentes raisons. Le 4 est emblématique. Je pense que ça kickstartait les années 70 avec une tu sais, quand tu pars une décennie avec ça, tu sais que ta décennie va juste bien aller, là. Mais c'est ça, on pouvait pas passer à côté des années 70. Puis ça, on aurait pu, justement, de notre côté, parler de beaucoup de groupes des années 70. Tu sais, on peut faire mention à une panoplie. Si on n'a pas parlé de Queen, c'est difficile, honnêtement, de s'arrêter à 10 albums. Queen, assurément, je suis un très grand fan. Tu sais, AC/DC, on le passe, il n'y a aucune chance qu'on en parle tous les deux. Désolé pour les fans d'AC/DC. Tu sais, je vais quand même souligner la fougue puis l'impact musical de Kiss. Je suis pas le plus grand fan de Kiss. Par contre, je vais être capable de... Je reconnais leur impact. De dire que leur impact j'en écoute est intéressant. Mais peut-être que je connais pas assez Kiss. Ça, c'est une question des fois. Tu fais... Je trippe pas tant ça sur I was made for love. Mais en même temps, c'est comme dire tu connais juste Stairway to Heaven de Led Zeppelin. Mais je suis allé les voir en show au FEC. Il y a 10 ans à peu près, 10-15 ans qu'ils sont venus. C'était vraiment hot. C'était vraiment, vraiment hot. Mais tu sais, c'est ça. Mais ils ont une bonne prestation. Il y a scénique. Il y a un côté justement. Ils se donnent en show. Oui, c'est ça. Très théâtral aussi. Puis c'est super intéressant. Mais non. Tu réalises-tu que Led Zeppelin, là, ils ont sorti leurs albums assez serrés un après l'autre, là. Ouais. Ils ont pas... je veux dire,
T'ont chié du talent, eux autres, Mais Led Zeppelin, 1, 2, 3, 4, moi, je trouve ça insane. Ça, c'est 4 perles. Là. Oui. Puis, j'ai un point pour Led Zeppelin. Pourquoi je voulais parler du 4? Parce que j'ai pas écouté du Led Zeppelin tant que ça, ado. Je connaissais Stairway to Heaven comme tout le monde. Je connaissais les classiques. J'aimais ça. J'avais mon chandail de Led Zeppelin avec le petit gars qui tient la lampe, là, la statue qui flashait dans le noir. Ouais. Mais j'étais un gros fan de Jack Black. Puis White Stripe, Jack Black, etc. J'aime vraiment, vraiment ça. Puis étrangement, en réécoutant Led Zeppelin, pas étrangement, là, mais en réécoutant Led Zeppelin, puis principalement le 4, je me suis rendu compte qu'il y a des tunes qui sonnent salement, ou Jack Black sonne salement Led Zeppelin, là, mais il y a vraiment des moments où que même la voix, les guides, comment c'est buildé, j'étais comme, oh shit, comme c'est clair que Jack Black a dû grandir en écoutant cet album-là. Là. Ah, c'est clair. C'est sûr que oui. C'est sûr que oui. Ça conclut l'année, les années 70. L'année 70. Les années 70, ça me donne envie, honnêtement, parce que là, je regardais tous les artistes dont on aurait pu parler, qu'on n'a pas traité, parce qu'il y en a une chier. Mais si vous voulez qu'on en fasse une partie 2, là, puis qu'on en parle de plus, oui, dis-le nous. Ben oui. Mais où est-ce que je m'enlignais, c'est que ça m'a clairement donné envie de faire un spécial 60. Oui. C'est que je trouve super intéressant. Je tiens à parler de The Doors parce que c'est vraiment un groupe que j'aime beaucoup. Mais faire un spécial de décennie, à part les années 80, là. Oui. Ben, années 80, je le ferai pour te challenger parce que va falloir que tu creuses. Ben, ouais, non, je peux trouver, là, mais tu sais, dans l'histoire de la musique, c'est une décennie que je pourrais éliminer. C'est ça. C'est une décennie que t'aimes pas particulièrement, mais tu vas quand même t'enligner sûrement sur du Maiden. Tu vas sûrement t'enligner. Je vais m'enligner sur tout ce qui sonnait pas années 80. Exact. Mais je pense qu'il y aurait ce défi-là. Fait que moi, je pense que c'est le défi que je te lance en fin d'épisode. À ton retour d'Italie, on fait un spécial 80s. Ben, laisse-moi un peu plus de temps, mais j'ai hâte au 90s. Ton retour d'Italie, c'est que t'as le temps. Oui. Peut-être pas le prochain épisode. Prochain épisode, retour d'Italie, on va y aller en douceur. Mais oui, laisse-moi le temps de revenir. On y va dans les années 60. Okay. Puis après ça, on y va dans les années 80. Fait qu'on va surveiller 3 puis après ça, 90. Ça, on va y aller par décennie. Je pense que ça va être nos goals des prochains épisodes. 90, 2000, 2010, là, je vais avoir du fun. Ouais, man. Mais 60, ouais, 60, il va y avoir du beau 60, stock. Il y a du beau stock aussi. Je vais parler de Pink Floyd. Ben, c'est ça, on va essayer de diversifier dans des choses qu'on n'a pas parlé là. Parce qu'on pourrait parler de Led Zeppelin 2, ça serait trop facile. Ben oui, Led Zeppelin. Voilà. C'est bon, Led Zeppelin. Rendez-vous, nos chers auditeurs, prochain épisode. C'est pas nos auditeurs, c'est nos spineux. Nos spineux. Hein, mon spineux? Donc à tous, si vous avez la Spina Bifida, si vous êtes fan de Hand Spinner ou si vous êtes fan de vinyle, ou si t'es fan de la chanson You can spin me right round, spin me right round, spin me around. À la prochaine. Bye.